Salut, c'est Geneviève Goulet. Je vais vous donner la matière pour le labo mathématique. Euh, Très important le labo mathématique en stage pour l'examen de mathématiques aussi. Vous avez beaucoup de connaissances en mathématiques parce que vous avez eu quand même beaucoup de cours là-dessus dans les sessions antérieures. Donc, théoriquement, vous êtes déjà un petit peu en terrain connu. Il y a un peu de particularité pour la pédiatrie, donc c'est pour ça que c'est important quand même de voir la matière pour ça. Puis, je vais quand même revenir sur de la matière que vous connaissez déjà. Donc, on va commencer avec des rappels. On va voir les 7 bonds de nouveau. Le produit croisé, vital en pédiatrie, vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Les méthodes d'administration IV, là, je parle de IVD en pousse-seringue, en secondaire ou par soluté. Comment les branches, tout ça. Puis les solutés, évidemment, tu sais, comment vérifier les gouttes par minute, faire les calculs pour vérifier si le soluté coule au bon débit quand il n'est pas sous pompe. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, les particularités de la pédiatrie et de l'obstétrique, les calculs en lien avec la validation de la dose. Ça fait partie des particularités de la pédiatrie, c'est que les doses sont toujours fractionnées selon le poids. Donc, il faut savoir bien calculer les dosages. Puis, les calculs en lien avec la préparation des médicaments. Encore une fois, en pédiatrie, on donne rarement une dose entière aux enfants. Il faut toujours fractionner les dosages. Donc, ce qu'il y a dans votre vial, vous n'allez pas tout le prélever. Il va falloir prélever juste une petite partie de ce que le vial contient. Donc, ça aussi, ça prend des calculs. Ça devrait bien aller. C'est rien de vraiment sorcier. C'est juste pour s'assurer que tout le monde comprend bien toute la matière. Les 7 bons, vous les connaissez déjà. On va les repasser rapidement. Donc, la bonne personne. Ici, en pédiatrie, il faut juste s'assurer aussi que c'est le bon enfant que vous avez devant vous. Des enfants, c'est bien bon pour se débarrasser de leur bracelet. C'est des houdini du bracelet, donc le bracelet va être partout sauf sur le patient souvent. Donc, super important quand vous entrez dans une chambre pour donner un médicament de vérifier avec le parent le nom, la date de naissance de l'enfant. Évidemment, dans la bonne personne, on parle aussi du bon patient en général. Est-ce qu'il y a des allergies? Dans quelle chambre il se trouve? Tout ça. Le bon médicament. Et ça inclut la raison d'administration du médicament. Donc, c'est bien beau, il est prescrit, il est dans la FADM, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est prescrit, que votre jugement clinique va quand même décider de le donner. La bonne dose, ça aussi, c'est quand même assez particulier là, en pédiatrie. Vous êtes habitué de donner de l'acétaminophène, mettons 650 mg ou 1000 mg aux adultes. En pédiatrie, il va falloir vérifier si le dosage prescrit est adéquat pour le poids de l'enfant. La voix, PERA, IV, IM, SCUT, tout ça, ça existe aussi en pédiatrie, donc assurez-vous d'avoir la bonne voix. Quand on change la voix, ça change aussi le dosage. Donc, on ne peut pas juste décider de donner le même dosage d'un médicament PERA en version IV. Tu ne peux pas faire ça. Le bon moment, il est l'heure de donner le médicament, tu l'administres, c'est cool. Faites attention, les médicaments PRN, quand est-ce qu'il a été donné la dernière fois, s'il est prescrit, par exemple, s'il a été donné à 11h10, s'il est prescrit aux 4h, ben, tu ne peux pas le donner avant 15h10. Ou encore, autre risque, souvent en pédiatrie, il y a des nouveaux médicaments qui sont prescrits dans la journée. Donc, quand c'est transcrit, manuscrit, souvent les infirmières ne vont pas nécessairement dire l'heure à laquelle le médicament doit être administré. Comme par exemple, le médecin prescrit du naproxen BID à une patiente postpartum. Ben, ça se peut que l'infirmière, elle écrive naproxen BID, elle écrive à 9h qu'elle l'a donné, mais elle n'a pas marqué qu'à 21h le soir, il faut administrer une autre dose, c'est pas inscrit. Donc, il faut être alerte pour vérifier que les dosages réguliers et toutes les heures sont inscrites dans la FADM quand c'est manuscrit. La bonne documentation, il faut signer, évidemment, dans un délai raisonnable, c'est-à-dire maximum une demi-heure après l'avoir administré. Puis, évidemment, dans la documentation, je parle de tout ce qui vient des notes infirmières qui viennent en lien avec le médicament. Donc, vous donnez un PRN, ça prend une note au long pour expliquer pourquoi vous avez administré ça, en quoi votre jugement clinique a décidé que donner ce PRN-là, c'était la bonne chose à refaire, ou encore vous décidez que, selon votre jugement clinique, c'est inapproprié d'administrer un médicament. Exemple, une maman en postpartum qui est hypertendue, qui a des signes de prééclampsie. C'est pas très judicieux d'administrer du naproxen à une maman comme ça, parce que le naproxen a des effets secondaires qui touchent justement à l'hypertension artérielle.
Mais si vous décidez de ne pas administrer un médicament qui est prévu, il faut faire une note au long pour justifier que votre jugement clinique s'est mis en branle. La bonne surveillance, c'est tout simplement de surveiller évidemment les effets secondaires du médicament, mais aussi évidemment les effets attendus. Donc, vous administrez un antidouleur, allez vérifier si la douleur est soulagée au pic d'action. Maintenant, le produit croisé. Écoute, le produit croisé, c'est la patente qui va vous sauver la vie dans toutes les circonstances. On s'en sert à toutes les sauces. Donc, c'est quoi un produit croisé? C'est la règle de 3, si vous connaissez plus ce terme-là. On trouve un inconnu. Par exemple, en obstétrique, on s'en sert pour calculer des pertes de poids. Donc, on surveille le poids du bébé. Si le bébé perd un pourcentage de poids trop grand, on s'inquiète, puis on fait un suivi. À plein de moments pendant votre préparation de médicaments, vous allez avoir à faire des produits croisés pour valider la dose, pour préparer votre médicament, pour décider à combien de millilitres ça va rouler, cette affaire-là. Puis aussi, évidemment, quand vous surveillez vos solutés, pour calculer le nombre de gouttes par minute ou le nombre de gouttes par 15 secondes, il faut faire une règle de 3. Bref, il faut maîtriser ça. Première étape, on présente les données sous forme de proportion, je vais y revenir. Puis ensuite, on convertit les données pour qu'elles soient toutes les mêmes. Ça aussi, je vais y revenir, je sais que c'est du chinois. Bon. Puis après ça, on fait le produit croisé. Il n'y a rien comme des exemples, donc on va commencer avec un exemple. Je m'occupe d'un enfant en pédiatrie qui a une maladie virale qui a provoqué une crise d'urticaire. De l'urticaire, ça pique énormément, donc je veux lui donner du Benadryl. Le médecin prescrit 12 mg de Benadryl. La concentration du vial, c'est 50 mg par ml. Je veux savoir combien il faut que je prélève pour obtenir 12 mg de Benadryl. Produit croisé de base. Je sors mon papier. Je peux inscrire sur mon papier la proportion que je connais. Donc, je connais la proportion de la concentration. Il y a 50 mg pour chaque ml. Après ça, j'écris la proportion de ce que je veux trouver. Là. Je veux trouver 12 mg, puis je veux savoir combien de ml il faut que je prélève pour avoir 12 mg. Ensuite de ça, tout simplement, je multiplie le 12 par 1, puis je divise ce résultat-là par 50. Ça me donne 12 fois 1 divisant 50, 0,24 ml. C'est ça que j'ai besoin de prélever pour obtenir 12 mg. Vous remarquez que j'ai fait attention pour que sur le plan horizontal, toutes les données soient les mêmes. Si j'ai des milligrammes en haut à gauche, il faut que j'aie des milligrammes en haut à droite. Par exemple, si je me trompe puis que je mets les 12 mg en bas à droite au lieu de en haut à droite, ça ne marche pas du tout. Ce que ça va faire, c'est que quand je vais faire mon produit croisé, je vais multiplier 12 par 50 puis diviser par 1. Ça me donne 600 ml. On est vraiment loin du 0,24 ml que j'étais supposée prélever pour obtenir 12 mg. Il y a un calcul simplifié pour les dosages. Faites attention avec les calculs simplifiés, c'est pratique quand on a un aide-mémoire. Quand on n'a pas l'aide-mémoire, ça peut vraiment être piégeux. Donc, je vous le mets, mais assurez-vous de bien comprendre le calcul de base avant d'utiliser des calculs simplifiés. Donc, le calcul simplifié, c'est je prends ma dose, je divise ça en la concentration en milligrammes par ml, ça me donne mon résultat. 12 mg divisé en 50, ça donne 0,24 ml. Ça marche si ma concentration est en milligrammes par ml. Si c'est 50 mg par 2 ml, ça ne marche plus. Donc, faites attention quand même quand vous utilisez des calculs simplifiés. Autre exemple de bolus. Donc, le médecin me prescrit 240 ml de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes. C'est quoi le débit? Donc, je vous avais dit, on s'en sert aussi beaucoup pour trouver les débits de soluté, choses comme ça. Donc, je sors mon papier. Je connais la première proportion que je sais qui est stable, qui est prescrite, c'est qu'il faut que je donne 240 ml en 30 minutes. Puis ce que je veux savoir, c'est, mon soluté, ma pompe, je dois la programmer à combien d'ml par heure? On a un problème ici parce que sur le plan horizontal, j'ai des minutes puis des heures. Ça ne marche pas. Il va falloir que je convertisse soit les minutes en heures ou les heures en minutes. Ce n'est pas bien grave, ça va toujours marcher. Il faut juste que toutes les données soient les mêmes sur le plan horizontal. Donc, quelques conversions pour des rappels. On sait tous qu'une heure, ça donne 60 minutes. Mais des fois, les conversions sont un peu plus compliquées là, quand on convertit des grammes en milligrammes ou des milligrammes en grammes ou des microgrammes en grammes. Il faut savoir comment convertir les affaires. Donc, des litres en millilitres, des choses comme ça. Assurez-vous de bien connaître vos conversions. Bon, ici, c'est facile. Combien qu'il y a de minutes dans une heure? 60. Maintenant que j'ai les mêmes données sur le plan horizontal, je vais pouvoir faire mon calcul. Donc, 60 fois
240 divisé en 30, ça donne 480 ml/h. Ça fonctionne. Donc, ici aussi, j'ai un calcul simplifié. On peut, quand on cherche des débits en ml/h, juste essayer de penser à combien il y a de 30 minutes dans une heure. Bien, il y a 2 fois 30 minutes dans une heure. Je peux tout simplement multiplier ma quantité à administrer par 2. Donc, j'ai 240 ml, je veux le donner en 30 minutes, je fais 240 fois 2, ça donne 480 ml/h. Si je voulais le donner en 20 minutes, bien, il y a 3 fois 20 minutes en une heure, bien, j'ai juste à faire 240 fois 3. Puis ça va me donner mon nombre d'ml/h pour que ça passe en 20 minutes. Vous pouvez vous servir de ça. Faites juste attention, évidemment. Les calculs simplifiés, c'est bien utile, mais c'est un peu piégeux quand on n'a pas notre aide-mémoire puis qu'on ne s'en rappelle pas bien. On pourrait accidentellement diviser en 2, puis là, ça ne marche pas. On le donne en 2 heures au lieu d'en 30 minutes. Ça, c'est le calcul simplifié, mais à utiliser avec modération. Un autre produit croisé, tiens, pour le fun, un calcul de perte de poids. Ça, c'est la première fois que vous faites ça. Fait qu'on va le faire ensemble une fois. Bébé il est né à 3610 grammes. 2 jours plus tard, on le repèse, puis il pèse 3485 grammes. Moi, je veux savoir combien il a perdu de poids en pourcentage. Donc, c'est un pourcentage que je cherche. Pas de panique, je sors mon papier, je vais commencer par calculer la perte de poids. Là. Il est passé de 3610 à 3485 grammes. Donc, il a perdu 125 grammes. C'est ça, sa perte de poids. Maintenant, je veux savoir la proportion de cette perte de poids-là par rapport à son poids de naissance. Combien de pourcentage de son poids de naissance a disparu? Donc, ma proportion que je connais, c'est qu'il a perdu 125 grammes. Puis, je veux savoir la proportion de 125 grammes par rapport à son poids de naissance, 3610 grammes. Puis, la donnée que je cherche, le X, c'est le pourcent. Pour 100. Bien, je fais ma règle de 3, 100 fois 125 divisé en 3610, ça me donne 3,46 % de perte de poids. C'est important de surveiller les pertes de poids en obstétrique. Si les bébés perdent plus que 10 % de leur poids de naissance, on commence à s'inquiéter que les boires ne vont pas bien ou qu'il y a un problème métabolique. Bref, on s'inquiète. Le calcul simplifié pour le pourcentage de perte de poids, c'est le poids initial moins le poids actuel divisé par le poids initial fois 100. Écrivez-vous ça quelque part, il est sur votre aide-mémoire, apportez ça en stage, c'est utile. Sinon, vous pouvez toujours vous rabattre sur un produit croisé, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous a aidé pour comprendre le produit croisé, puis comprendre aussi qu'une fois que vous connaissez le produit croisé, vous êtes des super-héroïnes des mathématiques. Petit rappel pour les méthodes d'administration, le IVD, pouce seringue, secondaire ou par perfusion. On va voir les configurations en fait. IVD, j'ai un médicament dans une seringue, puis je vais me brancher directement au site IV de la personne. Puis, je vais sortir ma montre pour le donner sur un temps précis. Franchement, quand ça dépasse 5 minutes, là, pour moi, c'est trop long. Fait que je vais le mettre dans un pouce seringue. Pouce seringue, justement, j'ai préparé mon médicament dans une seringue, puis je vais le mettre dans un pouce seringue que je vais programmer pour qu'il donne en 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Ça dépend de ce qui est suggéré par la pharmacie. Puis, je vais brancher ça à l'intraveineuse du patient. Ça peut être branché direct. Ça peut être branché en dérivé d'un soluté qui est déjà existant si le soluté est compatible. Le secondaire, ben, c'est un patient qui est déjà sous perfusion. Donc, ça roule dans une pompe Baxter, puis dans son intraveineuse. Puis, vous arrivez avec une poche de médicaments, puis vous voulez brancher ça sur votre tubulure de soluté, qui est idéalement compatible. Je vais aller la brancher avant la pompe. C'est important, ça, que ça soit branché avant la pompe parce que c'est la pompe qui va décider du débit de perfusion. Donc, on le met avant la pompe, on programme la pompe en secondaire pour qu'elle donne le médicament un certain temps. Puis, on s'assure évidemment que la poche de médicaments, elle est plus haute que le soluté primaire. Sinon, elle ne se videra pas, tout simplement. Puis, les médicaments à perfusion, ben, c'est quand votre patient, il y a carrément une perfusion qui roule avec un médicament dedans. Ça va vous arriver en obstétrique parce que les mamans sont parfois sous perfusion d'ocytocine. Quand vous avez une perfusion, il faut toujours vérifier que le sac, c'est la bonne affaire, que ça coule au bord des billes, blablabla. Vous connaissez tout ça. Bien, évidemment que quand il y a un médicament qui coule dedans, ben, c'est doublement important d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la poche. Est-ce que c'est la bonne concentration? Est-ce que ça coule au bord des billes? Puis, il faut faire les calculs. Donc, ça, c'est les 4 possibilités de mode d'administration, méthode d'administration. Dernier rappel, le calcul du débit en gouttes minutes. On n'utilise jamais ça en pédiatrie parce que tous les enfants sont sous pompe.
de même. Par contre, en obstétrique, ça va vous arriver d'avoir des patientes avec un soluté en cours, puis il faut évidemment que vous vérifiez que le débit de soluté est adéquat. S'il n'est pas sous pompe, il faut être capable de calculer combien de gouttes par minute il est supposé tomber dans la chambre de la tubulure pour avoir le bon débit. Donc, vous regardez sur la poche de la tubulure, vous savez, c'est un macrogoutte 10 ici. C'est pas mal ça qu'il y a ces temps-ci sur les unités de soins, donc on va faire les calculs avec ça. Fait que c'est une tubulure qui est calibrée pour que ça prend 10 gouttes pour faire 1 ml. On va se faire un petit exemple. Si vous avez un soluté à 120 ml/h, vous voulez savoir combien il y a de gouttes par minute qui va tomber dans la chambre de la tubulure. Je sors mon papier. La proportion que je connais, c'est 120 ml/h, donc c'est 120 ml par heure. Je veux savoir combien de gouttes par minute. Ben là, on a un gros problème parce que les données ne sont pas pareilles sur le plan horizontal, ni en haut, ni en bas. Alors, on va avoir de la conversion à faire. Pas grave, on sait qu'une heure, ça donne 60 minutes, on l'a fait tantôt. Maintenant, comment je fais pour convertir des ml en gouttes ou des gouttes en ml? Ben, c'est facile. Cette tubulure-là, chaque ml, c'est 10 gouttes. Fait que si j'ai 120 ml, ça veut dire qu'au total, je vais avoir 1200 gouttes. 120 fois 10, c'est 1200. Donc, à partir du moment où, sur le plan horizontal, j'ai toutes les mêmes données, ben, je vais y aller avec mon calcul. 1 fois 1200 divisé en 60, ça me donne 20 gouttes par minute. Puis là, vous avez beau me dire que vous êtes une infirmière dévouée, puis que ça vous dérange pas de rester 1 minute pour compter les gouttes qui tombent dans votre chambre de tubulure. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous n'arriverez jamais à faire votre travail si vous faites ça. Donc, divisez ça en 4 pour rester au chevet pendant 15 secondes afin de vérifier combien de gouttes par 15 secondes qui coulent dans votre chambre. 5 gouttes par 15 secondes, c'est ça qui devrait tomber dans votre chambre si votre soluté roule à 120 ml/h puis que vous avez une macrogoutte 10. Si vous avez une macrogoutte 15, ben, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que c'est 120 au lieu de le multiplier par 10, je vais le multiplier par 15. Parce que pour chaque ml, ben, j'ai besoin de 15 gouttes. Il y a un calcul simplifié pour les gouttes minutes, c'est le débit de soluté fois le calibre de la tubulure, donc soit 10, soit 15, dépendamment de ce qu'il y a sur votre unité de soin. Divisé en 60, ça vous donne le nombre de gouttes par minute. Puis évidemment qu'après, il faut diviser en 4 pour avoir le nombre de gouttes par 15 secondes. Voilà pour les rappels. Procédons avec les particularités de la pédiatrie et de l'obstétrique. On va voir les dosages selon le poids. Chaque médicament a un dosage selon le poids. Donc, à chaque fois que vous donnez un médicament en pédiatrie, vous avez vérifié que la dose recommandée en milligrammes par kilo est appropriée, dans le fond, avec le poids de l'enfant. En pédiatrie, on arrondit au centième. C'est quoi ça des centièmes? On va voir ça. Les conversions particulières en pédiatrie, là, on en a vu quelques-unes tantôt rapidement, mais je vais revenir dessus. La préparation des médicaments IV, comment préparer des médicaments IV en pédiatrie. On a un guide spécial pour la préparation des médicaments intraveineux en pédiatrie. Je vais vous montrer de quoi il y a, puis je vais vous montrer comment vous en servir. Puis même chose pour l'administration des médicaments IV. C'est avec le même guide. Je vais encore une fois vous montrer comment faire. On va commencer avec les calculs de dosage selon le poids. Il va y avoir des produits croisés là, donc sortez votre calculatrice. La posologie. C'est quoi une posologie? C'est la dose recommandée. Si vous ouvrez votre guide de médicaments, vous allez voir que pour chaque médicament, dans le fond, il y a voie d'administration et posologie. Pour les adultes, c'était facile, c'était tout le temps la même dose. Là, chez les enfants, c'est des milligrammes par kilo. Il faut calculer selon le poids de l'enfant. Donc, par exemple, pour le Tylenol, c'est de 10 à 15 mg par kilo à toutes les 4 à 6 heures. Puis là, le département de la pharmacie est smart de même, mais il vous a fait un aide-mémoire pour les médicaments qui sont les plus courants en pédiatrie. Donc, vous pouvez aussi vous servir de ça, c'est pratique. Si votre médicament n'est pas dans la liste, allez voir dans votre guide de médicaments, c'est là que c'est. Donc, pour calculer une dose en milligrammes par kilogramme, il faut multiplier la dose recommandée, les milligrammes, par le poids de l'enfant en kilogrammes. Et ensuite, c'est tout. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Par exemple, le Tylenol, 15 mg par kilo, comme on vient de voir. Le bébé pèse 5,4 kg. Je sors mon papier. La proportion que je connais, c'est 15 mg par kilo. Mais je veux savoir combien de milligrammes je vais administrer pour un bébé qui pèse 5,4 kg. Toutes mes données sont pareilles sur le plan horizontal, donc je peux procéder aux produits croisés.
5,4 fois 15 divisé en 1, ça me donne 81 mg de Tylenol. On est pas mal loin du 1000 mg qu'on administre normalement en adulte. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier les dosages selon le poids. Ça, c'est pour les milligrammes par kilo. Si on a un médicament qui est prescrit en milligrammes par kilo par jour, par exemple la céfotaxime 300 mg par kilo par jour en 4 doses. Qu'est-ce que ça veut dire en 4 doses? C'est que, ben, dans le fond, je vais le donner 6 heures parce qu'il y a 4 fois 6 heures dans un 24 heures. Donc, la dose par jour, c'est 300 mg par kilo par jour. Il va falloir que je le divise en 4 pour savoir à chaque fois que j'administre ce médicament-là, je donne combien. On va faire un exemple. Bébé pèse 5,4 kg. La proportion que je connais, c'est que je vais donner 300 mg à tous les kilogrammes. Puis, je veux savoir combien de milligrammes que je vais donner à cet enfant-là qui pèse 5,4 kg. Mes données sont toutes pareilles sur le plan horizontal. Je procède avec le produit croisé, 5,4 fois 300. Divisé en 1, ça me donne 1620 mg. Puis là, il faut faire attention parce que ça, c'est une dose par jour. Je ne vais pas lui donner 1620 mg à ce bébé-là. Je vais lui donner 1620 mg divisé en 4 parce que je vais le donner à toutes les 6 heures. Donc, quand je vais préparer mon médicament, ma céfotaxime, je vais préparer 405 mg pour aller le donner au bébé, puis je vais lui donner ça à toutes les 6 heures. Donc, il ne faut juste pas oublier de diviser par la fréquence d'administration. Autre possibilité, vous avez sans doute remarqué que la céfazoline, elle est prescrite avec une plage posologique qu'on appelle. Donc, il y a un minimum et un maximum de dosage que l'enfant peut recevoir, entre 50 et 100 mg par kilo par jour en 3 doses. Qu'est-ce que ça a de particulier? Bon, on va l'essayer. Céfazoline 50 à 100 mg par kilo par jour en 3 doses, ça donne donc aux 8 heures. Le bébé, il n'a pas changé de poids, 5,4 kg. Donc, je sors mon papier. Je vais commencer par calculer la dose minimum, qui est de 50 mg par kilo par jour. Donc, 50 mg par chaque kilo. Je veux savoir combien de milligrammes je vais administrer au bébé qui pèse toujours 5,4 kg. Je fais mon produit croisé. Ça me donne 5,4 fois 50 divisé en 1, 270. Encore une fois, attention, c'est 270 mg par jour. Ici, on la divise en 3 parce qu'on la donne aux 8 heures. Donc, ma dose recommandée, c'est 90 mg à toutes les 8 heures. Ça, c'est ma dose minimum. Ma dose maximum, même affaire. Donc, ma dose maximum, c'est 100 mg pour chaque kilogramme. Je veux savoir combien de milligrammes je vais donner à mon bébé de 5,4 kg. Je fais 5,4 fois 100 divisé en 1, ça me donne 540 mg par jour. Donc, il ne faut juste pas oublier de diviser en 3 parce qu'elle est donnée à toutes les 8 heures. Ça me donne 180 mg. Ma dose minimum est 90 mg. Ma dose maximum est 180 mg. Donc, le médecin, il faut qu'il ait prescrit la céfazoline entre 90 et 180 mg. Il a prescrit 150, je suis contente. Il a prescrit 80 ou il a prescrit 220. Je ne suis pas contente, puis je vais aller le voir pour qu'il change sa prescription. On arrondit en pédiatrie à la fin du calcul. Donc, on fait tout notre calcul, puis à la fin, on peut arrondir au centième. C'est quoi un centième? C'est 2 chiffres après la virgule. Les conversions, on en a parlé tantôt, bon, 1 heure 60 minutes, 1 litre, 1000 millilitres. 1000 grammes donne 1 kilo. Si j'ai 1 gramme, je fais fois 1000, ça me donne 1000 milligrammes. Puis si je veux des microgrammes, bien, ça va me donner 1 million de microgrammes. En pédiatrie, il y a des conversions particulières qu'il faut connaître idéalement par cœur. 1 kg égale à 2,2 livres. Souvent, les parents connaissent le poids de l'enfant en livres. Si le parent vous dit « Ah, mon enfant, il pèse 25 livres », bien, vous faites 25 divisé en 2,2. Ça va vous donner un gros 11,36 kg. Les bébés, ça boit en onces. Demandez-moi pas pourquoi, là, mais souvent, les parents vont vous dire « Ah, il a bu 3 onces, il a bu 8 onces, peu importe. » Il faut savoir convertir les onces en ml, sinon vous ne serez pas capable de faire des ingestes excréta qui ont du sens. Donc, 1 once, c'est 30 ml. Puis, parfois, on fait des ingestes excréta stricts en pédiatrie. On va peser les couches pour savoir combien il y a de pipi qui est sorti. Donc, quand vous pesez la couche, ça va vous donner, je ne sais pas moi, 30 grammes d'urine. Ben, 1 gramme d'urine, c'est 1 ml. Donc, s'il a fait pipi 30 grammes, s'il y a 30 grammes dans la couche, ben, ça vous donne 30 ml d'urine. Donc, ça peut être utile pour ça, entre autres choses. Voilà pour les conversions. La préparation des médicaments, comme je vous dis, il y a un guide spécial en pédiatrie, donc on va le voir ensemble. De façon générale,
les choses importantes à savoir, c'est qu'il faut toujours utiliser la plus petite seringue disponible pour que ça soit le plus précis possible. Soyez précise lors de la dilution et précise lors de la préparation, c'est super important. Plus que la dose est petite, plus que ça a un impact. Le guide, il ressemble un peu à ça. Bon, évidemment qu'il va changer de Saint-Jérôme à Saint-Eustache, mais ça ressemble toujours à peu près à ça. C'est assez simple. Un guide d'administration des antibiotiques, ça se lit de gauche à droite. Ça ne vous dépayse pas trop, j'imagine. La première chose qu'on veut savoir, c'est comment je le dilue, mon vial de poudre. Donc, c'est écrit ici avec la sulfuroxime que mon vial de 750 mg, il faut que je mette 8 ml d'eau stérile dedans. 8 ml d'eau stérile, je vais pouvoir prendre une seringue de 10 ml pour ça parce qu'elle est graduée suffisamment précisément pour que je sois sur la ligne du 8. Si j'avais besoin de diluer mon vial avec 8,5, il me faudrait carrément une seringue de 10 pour faire mon 8, puis une seringue de 1 pour faire mon 0,5 parce que ici, la seringue est graduée en 0,2. À chaque ligne, c'est 0,2 ml. Si je veux faire 0,5 ml, ben, ça ne marche pas. Ce n'est pas assez précis. Donc, faites bien attention à ça, les seringues qui sont graduées en 0,2 ml, puis les seringues qui sont graduées en 0,1 ml. C'est un piège à étudiants. Absolument. Donc, j'ai mis 8 ml d'eau stérile dans mon vial. Fait que là, mon vial, il est soudainement plus un vial de poudre, c'est un vial de liquide qui contient, pour chaque millilitre de liquide, il y a 90 mg de sulfuroxime dedans. Admettons que ma dose, c'est 112 mg. Pas de panique, je vais sortir un petit papier, puis je vais faire mon produit croisé. 90 mg pour chaque ml, c'est ça ma concentration. Je sais combien de milligrammes que je veux administrer, 112 mg, mais je ne sais pas combien de ml qu'il faut que je prélève. Donc, je vais faire ma règle de 3. Mes données sont toutes pareilles sur le plan horizontal. Je fais 112 fois 1 divisé en 90. Ça me donne un gros 1,24 ml à prélever. 1,24 ml, c'est une seringue de 1 avec 1 ml dedans, avec une seringue de 1 avec 0,24 ml dedans. Maintenant, on va aller voir l'administration de ce médicament-là. Sulfuroxime, je vais aller prendre la ligne horizontale qui coïncide avec la dose que je veux administrer. J'ai 112 mg à administrer, donc ça va être la première ligne. Si j'avais 300 mg à administrer, ben, j'irais à la troisième ligne puis je suivrais cette ligne-là jusqu'à la fin. Mais là, j'ai 112. Donc, je commence avec ma ligne du haut. C'est marqué que je vais avoir besoin d'une seringue de 3 ml. Puis, c'est marqué diluant supplémentaire eau stérile jusqu'à 3 ml. Ça veut dire qu'il va me falloir une seringue de 3 ml dans laquelle je vais mettre mes 2 seringues de médicaments. Mon 1,24 ml, en fait, de Cefroxime. Puis, il va falloir que je complète avec de l'eau stérile pour que j'aie 3 ml au final dans ma seringue. On va le faire en labo, inquiétez-vous pas. Puis, c'est à administrer en 30 minutes. 30 minutes, clairement, je ne vais pas donner ça en IVD. Je vais prendre un pouce seringue, je vais mettre ma seringue dans le pouce seringue, puis je vais brancher ça au bébé. Par contre, il faut que je souligne que c'est écrit aussi qu'il vous faut un soluté primaire à TVO au minimum. Il y a beaucoup de médicaments qui demandent ça. Ça permet de diluer un peu le médicament avant qu'il rentre dans la veine du bébé. Bref, ma configuration finale, ça va être, ben, je vais mettre un NaCl, comme un soluté TVO de base, dans une pompe Baxter à TVO, justement. Je vais brancher ça au patient, puis je vais venir avec mon pouce seringue, mon antibiotique dans le pouce seringue en seringue, puis je vais brancher ma tubulure de pouce seringue à la tubulure de mon soluté primaire. Enfin, ça va être ça ma configuration finale pour ce médicament-là. Admettons que l'enfant est déjà sur un soluté, ben, il faut vérifier que le soluté est compatible avec votre antibiotique. On va voir à labo comment faire si votre soluté n'est pas compatible. Autre particularité de la PED, c'est que les solutés en pédiatrie sont difficiles à surveiller. C'est potelé, un enfant, ça a toujours l'air un petit peu enflé. Donc, parfois, il a l'air infiltré alors qu'il ne l'est pas. Puis aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de tissu sous-cutané, c'est tout petit. Donc, quand ça infiltre, ça fait des dommages assez rapidement. Donc, il faut surveiller vos solutés plus en stage. Puis, ça, c'est un document qui a été fait par Sainte-Justine, c'est un acronyme pour vous rappeler comment surveiller vos solutés. C'est le POC. Donc, le P, c'est pour palper. Donc, toucher, c'est supposé d'être souple. Le bébé n'est pas supposé pleurer quand vous touchez à son soluté. La peau n'est pas froide.
observer le site, donc il n'est pas rouge, il est toujours au sec, le pansement il est bien fixé, puis il est visible. Donc, s'il y a trop de choses par-dessus son soluté, il faut refaire le pansement pour pouvoir voir le site. Comparer, ça c'est utile quand vous avez une petite main potelée de soluté, ben, comparez avec l'autre petite main potelée, puis vous allez voir que finalement, il est pas infiltré. Le soluté, c'est juste le bébé qui est un petit bonhomme Michelin. Donc, comparez les membres. Puis l'irrigation, ben oui, il faut l'irriguer, le soluté, sinon vous ne saurez pas s'il est infiltré ou non. Des fois, il est juste bloqué, il n'est pas infiltré, là, il est juste bloqué, ben, il faut le réinstaller. Donc, ça, c'est pour la surveillance des solutés. C'est tout.